Bonsoir à toutes et à tous, un plaisir de vous retrouver sur Monaco Info à l'occasion de votre journal. Nous sommes le mardi 15 novembre, voici les titres. L'établissement français du sang et le centre de transfusion sanguine du CHPG vont travailler ensemble. Benoît de Sévlange, la directrice du CHPG, viendra nous parler des contours de la signature d'une convention. Vous découvrirez aussi par exemple quel est le groupe sanguin le plus recherché. Une délégation de Special Olympics Monaco va participer aux prochains Jeux mondiaux de Berlin. Retour dans ce journal sur une cérémonie très symbolique qui salue leur participation. Objectif Lune pour Venturi. Un véhicule va en effet partir dans l'espace. Nos équipes sur le terrain vous en diront plus, ne ratez pas ça. Et puis la jeunesse monégasque et son envie d'entreprendre seront à l'honneur avec un grand rendez-vous ici même à Monaco intitulé Graines d'entrepreneurs. Et pour finir, nous vous dévoilerons avec Vincent Vatrican toutes les bonnes raisons d'aller voir le cabinet du docteur Caligari, l'un des premiers films d'horreur de l'histoire, vous verrez. Ce mardi matin à l'aube, alors que la majorité de la population commençait à se réveiller ou à se préparer pour cette nouvelle journée, les acteurs de la fête nationale étaient eux déjà sur la place du Palais pour une répétition à laquelle ont assisté Fabien Bonilla, Sylvain Perumal et Louis Borgia. Il n'est pas tout à fait 7 heures du matin, le jour se fait attendre, carabiniers, policiers et pompiers sont réunis, plusieurs corps pour ne faire qu'un. Après un premier rassemblement au Stade Louis II la semaine dernière, il s'agit là de la première répétition sur site, accompagnée par quelques gouttes de pluie. Il y a une montée en puissance, donc la semaine dernière c'était vraiment un entraînement au défilé pour rôder un peu la machine. Et cette semaine, donc aujourd'hui une répétition, alors c'est pas la répétition générale mais on répète toutes les phases, donc c'est un exercice annuel, mais il est quand même de bon ton de pouvoir reprendre certains repères pour être sûr que le jour J tout soit extraordinaire. Près de 2 heures de répétition pour se mettre au diapason, des répétitions capitales pour ces hommes et femmes. La fête nationale n'est jamais la même d'une année sur l'autre, et surtout pour le nouveau chef de corps des carabiniers. C'est un peu particulier parce que c'est la première année, j'ai pris mon commandement en janvier dernier, donc c'est la première fois que je commande les troupes après sur la place du Palais pour le défilé. Première fois que je suis à la tête de la compagnie dans la cour d'honneur. Donc c'est vrai que c'est quand même un honneur qui nous est fait d'être là présent pour la fête nationale et pour un chef de corps. C'est vrai que c'est aussi vraiment un aboutissement. Cette année, le prince souverain a souhaité que la fête nationale s'inscrive dans la commémoration du centenaire de la disparition du prince Albert Ier, le prince navigateur qui a un passé de militaire sur un vaisseau de la marine espagnole, mais également dans la marine française. Des unités navales de ces deux pays participeront à cette fête nationale. Militaires monégasques, français et espagnols se retrouveront vendredi à l'aube pour la dernière répétition, avant le jour J, le lendemain. Et vous pourrez évidemment suivre toutes les festivités liées à la fête nationale sur Monaco Info. Vous le savez, dans le cadre justement de cette fête nationale, la remise des médailles du travail a lieu tous les ans au mois de novembre. Elles sont destinées à récompenser les bons services des travailleurs. Aujourd'hui, ce sont les médailles des travailleurs du service privé qui ont été remises. À savoir que la médaille du travail comporte 2 classes, la médaille de première classe en argent et la médaille de deuxième classe en bronze. À savoir aussi que la médaille donc de deuxième classe ne pourra être accordée qu'après 20 ans passés au service du même employeur public ou privé. Demain, ce sont les médailles du service public qui seront décernées. Félicitations en tout cas à tous ceux qui ont été honorés. Ce mardi 15 novembre au CHPG s'est tenue une signature entre l'établissement français du sang et le centre de transfusion sanguine du CHPG. Pour nous parler des tenants et des aboutissants de ce projet, Benoît de Sévlange, la directrice du CHPG, nous fait le plaisir d'être présente dans ce journal. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors tout d'abord, quelle était donc la teneur de cette signature aujourd'hui? C'est la signature d'une convention qui est extrêmement importante puisqu'elle permet de pérenniser 2 activités sur le territoire monégasque, la collecte de sang et la préparation des poches de sang. C'est l'aboutissement d'un cheminement en réalité. Ça fait 10 ans qu'on travaille avec l'établissement français du sang. Devant en fait l'intensification et la multiplication des normes qualité, des normes sécurité, on a eu le besoin au niveau du centre de transfusion sanguine de Monaco, qui est une toute petite structure,
de se faire accompagner pour la formation, la certification de nos protocoles et procédures. Et donc c'est grâce à cette convention avec l'EFS qu'on va pouvoir mettre en place toutes ces normes de sécurité qui étaient déjà à l'œuvre jusqu'à présent, mais on avait besoin de l'officialiser comme dans toute démarche d'amélioration continue de la qualité. Comment ça va se passer justement avec cette convention? Vous allez recevoir du sang de l'établissement français du sang directement et vous allez pouvoir directement le transfuser au CHPG? En fait, cette convention elle va nous permettre de certifier la formation de nos personnels par un organisme qui est réputé indépendant. Par contre, le deuxième volet de coopération avec l'EFS, c'est l'achat. À Monaco, on ne collecte que 40% de nos besoins. Les 60% restants sont achetés auprès de l'EFS, qui est elle-même dans une situation où elle doit acheter à d'autres États. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une partie du sang qui peut être issue d'États dans lesquels la réglementation de collecte n'est pas la même. C'est ce que l'on appelle l'éthique du don de sang. C'est-à-dire que le don de sang est gratuit en France et à Monaco. Ce n'est pas forcément le cas dans d'autres pays, tels que les États-Unis par exemple. Est-ce que, si je comprends bien, on manquait un petit peu finalement de sang à Monaco? Alors pourquoi finalement? Est-ce parce qu'il y a beaucoup de monde entre les salariés, les monégasques et parfois aussi les touristes? La difficulté, elle est que les donneurs de sang, c'est une population vieillissante. En fait, c'est une tradition qui se perd. Et donc aujourd'hui, on a une grosse partie de nos donneurs qui arrivent à l'âge limite de don de sang qui est de 70 ans. Je rappelle qu'on peut donner de 18 à 70 ans à partir du moment où on fait 50 kilos. Après, les antécédents médicaux peuvent entrer en ligne de compte, bien sûr, mais c'est pour une population qui est très minoritaire. Aujourd'hui, on a 20% de nouveaux donneurs par an, mais le volume global de nos donneurs de sang diminue de 30% depuis 5 ans. Donc l'enjeu, c'est de trouver de nouveaux donneurs, c'est de convaincre, et puis c'est de les fidéliser pour qu'ils reviennent. Comment finalement les inciter, que ce soit les monégasques, les salariés ou peut-être même les touristes, à venir pour donner leur sang? C'est un acte qui est généreux en soi, mais il suffit d'y réfléchir un petit peu. Le don de sang, c'est pas seulement la perfusion quand on a un accident sur la voie publique, un accident de voiture. C'est aussi l'hémorragie de la délivrance. Toute femme enceinte peut avoir besoin d'une transfusion. C'est aussi la préparation d'un certain nombre de médicaments, dont les chimiothérapies par exemple. Je pense qu'aujourd'hui, chacun ressent le risque qu'il peut y avoir à avoir ce type de traitement. Donc donner son sang, évidemment que c'est un acte généreux, mais c'est aussi un acte qu'on peut faire pour soi à terme. Quel est le groupe sanguin peut-être le plus recherché aujourd'hui? Le groupe O est universel, donc il est forcément le plus recherché. Pour autant, on va chercher tout type de poche de sang. Comme je vous dis, 40% des besoins sont couverts seulement. Merci beaucoup à vous, Benoîte de Seblinge, d'avoir été présente avec nous sur Monaco Info pour parler donc de cette signature entre l'établissement français du sang et le centre de transfusion sanguine du CHPG. Merci beaucoup. Nous restons dans le domaine médical puisque, comme souvent, le gouvernement princier communique les chiffres relatifs à la crise sanitaire. Ces chiffres sont arrêtés au dimanche 13 novembre inclus, avec 1202 tests PCR et antigéniques réalisés. Le taux d'incidence était lui de 230, une nette augmentation par rapport à la semaine dernière où il atteignait les 163. Un mot à présent sur cette cérémonie très symbolique qui a eu lieu hier soir sur le Rocher en présence du prince Albert II. C'est au Castelrock que le comité olympique monégasque a décidé de saluer la participation d'une délégation de Special Olympics Monaco aux prochains Jeux mondiaux de Berlin. Le reportage d'Émilie Rousseau et de Sylvain Péroumal. Special Olympics est le plus grand mouvement sportif international destiné aux personnes en situation de handicap mental. Il est représenté aujourd'hui dans plus de 190 pays et permet à 5 millions de sportifs de s'épanouir grâce à des programmes adaptés et de participer à des compétitions sans élitisme ni critères de performance. À Monaco, Special Olympics existe depuis le début des années 80 et chaque année, ces athlètes représentent fièrement la principauté aux Jeux mondiaux. Les prochains auront lieu en juin à Berlin. La délégation vient tout juste d'être dévoilée avec la remise des certificats d'athlètes de haut niveau par le comité olympique monégasque en présence du prince Albert II, du ministre de l'Intérieur Patrice Célario et du ministre des Affaires sociales et de la Santé Christophe Robineau. Les témoignages qu'on a eus étaient très touchants parce qu'ils sont conscients de posséder quelque chose maintenant qui identifie vraiment que ce sont des sportifs.
Et pour nous, c'est un peu symbolique, mais pour eux, c'est fondamental. Et c'est surtout une reconnaissance. Et vous savez, je crois que c'est un des termes aujourd'hui qui doit exister dans la réalité de ce que c'est. On doit se reconnaître les uns et les autres et surtout s'apprécier. Et en ce qui les concerne, c'était vraiment important et honnête d'avoir cette reconnaissance du comité olympique. La principauté sera dignement représentée en Allemagne avec une délégation d'une 40aine de personnes, dont 27 athlètes Special Olympics Monaco. Ils seront engagés dans 8 disciplines. Je suis très ému. Ce passeport, ça représente tout le travail qu'on a fait au sein de Special Olympics Monaco. Il est très heureuse, très ici. C'est de la fierté, tout ça, pour partir aux Jeux mondiaux, tout ça, et voilà. De l'émotion, et ça me fait plaisir d'être là. Je vais aller à Berlin en juin, et ça va être super. D'ici là, les athlètes continueront de travailler dur pour porter fièrement les couleurs de Monaco dès le 17 juin 2023 à Berlin. Et ce samedi 19 novembre, le jour de la fête nationale, se tiendra la grande finale de l'Inextenso Super 7 à Paris. Avant le départ, les Monégasques ont fait leur photo officielle au Palais et avec le prince Albert II. Pour leur toute première confrontation dans ce tournoi de rugby à 7, les Rouges et Blancs se mesureront à La Rochelle. Notre journaliste Frédéric Elion sera sur place pour vous faire vivre les meilleurs moments de cette compétition. On reste dans le sport avec Beking. C'est un événement annuel qui célèbre le cyclisme sous tous ses aspects, impliquant professionnels, amateurs et familles. Cette année, il aura lieu le 27 novembre de 9h à 17h au Port Hercule. Cette journée de célébration réunira champions et supporters avec des courses, des activités familiales et des conférences, le tout dans le but de soutenir des œuvres caritatives. En bref, un événement sportif à ne pas manquer en principauté. L'association GT in the Community organise pour la 3e année consécutive une collecte de jouets au profit de l'Armée du Salut durant la No Finish Line. Les 18 et 19 novembre de 8h à 20h, des bénévoles accueilleront les donateurs sur un stand au chapiteau de Fontvieille. Les jouets seront principalement récupérés, mais pas que, puisque vous pouvez également apporter des vêtements, des livres et des fournitures scolaires. Ces dons seront remis à des enfants défavorisés de la région pendant les fêtes de fin d'année. Ce matin, plusieurs élèves de 6e du collège Charles III ont participé à un événement qui leur a permis d'en savoir plus sur le nouveau projet de Gildo Palanca Pastor, celui d'envoyer un véhicule sur la Lune, rien que ça. Regardez ce reportage signé Sandrine Nègre et Hugo Comaza. Le constat est sans appel. Ces élèves de 6e 2 sont captivés par ce qui leur est présenté. Le développement d'un rover amené à être déposé sur la Lune fin 2025 ou début 2026. Donc le rover doit s'adapter à ce monde très hostile qui est la Lune, où les températures peuvent descendre jusqu'à moins 250 degrés. Il doit évoluer sur la régolithe, qui est une roche et une poussière très abrasive. Sur la Lune, il n'y a pas d'air. Et il n'y a pas non plus moyen de contrôler facilement le rover. Donc on va faire un système piloté de la Terre. Et le jour où les astronautes pourront arriver sur la Lune, ils pourront piloter également ce rover. Des détails et des données sur lesquels est revenu Antonio Davino en lien depuis la Suisse où se trouve la structure Venturi Lab que les collégiens ont écouté avec attention. Il s'agit donc d'une nouvelle aventure pour Venturi, un véritable challenge à relever avec Astrolab Venturi basé à Los Angeles. En début d'année, avec ma collègue, on voulait mettre en place un projet pour cette classe. Donc on cherchait un petit peu et puis comme en septembre, début septembre, il y avait le décollage de la fusée Artemis. Donc ça a vraiment été notre point de départ. On s'est dit tiens, on pourrait partir de ça. Certains élèves, on voyait de temps en temps que ça leur remuait de poser des questions et je pense qu'ils ont été assez intrigués par la quantité d'informations qu'ils ont reçues, notamment concernant le flex en lui-même. En fait, ça c'était notre zone d'ombre à nous. Une zone passée de l'ombre à la lumière puisque ce flex en question, ce rover, ce véhicule pour aller sur la Lune, n'a quasiment plus de secret pour eux. Ils veulent envoyer une voiture pour réussir à s'installer sur la Lune et réussir à faire une station pour redécoller vers Mars. Je trouve ça très passionnant comment ils vont programmer une voiture pour faire ça tout seul sans avoir aucune aide de l'homme.
Transmettre un savoir-faire, parler des nouvelles technologies avec ces jeunes. Les propos de ces collégiens le prouvent, les objectifs des équipes Venturi ont bien été atteints. Pour la 7e année, la Jeune Chambre économique de Monaco célèbre l'envie d'entreprendre de la jeunesse monégasque à travers son rendez-vous intitulé Graines d'entrepreneurs. Après des sessions organisées au lycée Albert Ier et au FANB, c'était au tour du lycée technique hôtelier de Monaco de bénéficier de cette initiative. Reportage de Fabien Bonilla et de Lionel Bernardi. Regardez. Un peu plus de 40 élèves de terminale et BTS du lycée technique et hôtelier de Monaco ont participé à ce projet. Ils se sont transformés le temps d'une journée en entrepreneurs. L'objectif, créer sa société. Ces jeunes se sont retrouvés en petits groupes, 7 au total. Ils ont participé à plusieurs ateliers, des business plans, des ateliers de prise de parole en public et même de relaxation et de respiration pour faire descendre le stress. Je pense que ça va m'apporter beaucoup et surtout beaucoup de confiance en moi parce que j'avais un peu peur de me lancer au début quand tout a commencé et au final au fur et à mesure de la journée ça m'a débloqué ce petit stress en moi. Je pense que pour nos projets futurs, même si ça n'a pas forcément de rapport avec l'hôtellerie-restauration, c'est des choses même sur la parole qui sont pour tout bon manager qui sont bonnes à prendre et même pour notre vie future si on a des projets personnels. Et franchement c'est super instructif. Chaque groupe a été épaulé par un mentor, un chef d'entreprise de la principauté. Ils ont élaboré ensemble des projets viables, comme une application dans l'agroalimentaire en circuit court, un ballon dirigeable qui propose des déplacements de luxe ou encore un système de paiement digitalisé. À l'issue, tous les groupes ont présenté leurs projets en public. C'est très complémentaire en plus de ce qui se passe dans leurs cours parce qu'ils ont de plus en plus d'oraux. Ils ont aussi des cours d'entrepreneuriat, donc on est très complémentaires avec ce qui se passe. Et c'est vrai que l'idée c'est de pouvoir leur donner cette vocation, cette envie d'entreprendre, de toujours mener à bien des projets, d'avoir des idées, d'essayer de les concrétiser. Donc je pense que d'ici quelques années, on aura des belles sociétés qui pourront être issues de ces journées de graines d'entrepreneurs dont on pourra être très fiers. Après la présentation de ces projets, un jury a délibéré. Parmi les différentes thématiques, c'est le groupe FastPaid qui a remporté ce concours de graines d'entrepreneurs au lycée technique et hôtelier. Ils ont proposé une application pour pouvoir commander son menu au restaurant ou encore payer l'addition sans l'assistance d'un serveur. Ils seront récompensés officiellement le 1er décembre lors de la remise des prix annuels de la Jeune Chambre économique de Monaco. Et si vous vous faisiez une petite séance cinéma mardi prochain à l'Opéra avec Le cabinet du docteur Caligari, un film muet qui sera projeté par l'Institut audiovisuel dans le cadre d'un ciné-concert. Vincent Vatrican et Fabien Bonilla vont essayer de vous donner envie d'aller voir ce que l'on peut qualifier de premier film d'épouvante de l'histoire. Vincent Vatrican, bonsoir. Bonsoir Fabien. Aujourd'hui, on parle du cabinet du docteur Caligari. C'est un film muet de 1920 et la particularité, c'est que ça sera un ciné-concert. Oui, on reprend nos bonnes vieilles habitudes avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. On reprend un cycle de films qu'on avait initié il y a déjà pas mal d'années, notamment avec les films de Chaplin. En effet, on a choisi ensemble de donner un coup de projecteur sur ce film très symbolique du cinéma muet allemand, tourné en 20, sorti en 21 en Allemagne et en 22 en France. En quelques mots, l'histoire, si c'est résumable? C'est pas facile à résumer, c'est l'histoire de ce docteur Caligari qui en fait par l'hypnose essaye d'endormir et de supprimer des gens. Et c'est un film qui joue justement de cette ambiance extrêmement étrange et particulière, puisque le film démarre surtout sur la disparition et le meurtre de personnes, dont on apprend qu'après que c'est en effet une sorte de personnage fantomatique et en réalité hypnotisé par ce docteur Caligari qui en est le responsable. Mais le film est important parce qu'il traduit aussi l'ambiance de l'Allemagne à cette époque-là. Entre deux guerres.
absolument, entre les deux guerres. C'est presque un film politique d'ailleurs. C'est, en tout cas, le film a donné lieu à plusieurs exégèses expliquant que la volonté du cinéaste et de son scénariste était de montrer la manière autoritaire dont la République de Weimar agissait sur la population en essayant justement de l'illusionner et de l'endormir. Et effectivement, c'est peut-être ça qui a entraîné la chute de ce régime et la catastrophe qui viendra ensuite, puisque c'est la montée du régime nazi. On peut dire que c'est un film d'horreur. On dit même, certaines critiques disent même que c'est le premier film d'horreur. Oui, alors c'est ce qui a beaucoup impressionné les gens dans ce film, c'est les décors. Les décors, c'est presque un acteur principal. Voilà, un acteur. Les décors ont une importance capitale. Donc. Importance capitale. Ça n'avait jamais été fait à ce point. Parce qu'il n'y a rien de symétrie. Voilà. Tout est joué sur la déformation des perspectives. Donc là aussi, le film est conforme à cette idée d'un monde où tout n'est qu'illusion. Rien n'est réel dans ce film. Et c'est, il faut le souligner, une création musicale qui n'est pas une création pour le Philharmonique de Monte-Carlo, qui est une création de Stéphane Fromageau, qu'il a fait pour le Philharmonique de Berlin au moment de la restauration du film en 2014, si j'ai bonne mémoire. En revanche, à la baguette, ce sera Frank Strobel, qui est le directeur de la Philharmonie de Berlin, qui est vraiment un des plus grands chefs d'orchestre au monde à travailler le cinéma muet et qui était venu déjà diriger le Philharmonique de Monte-Carlo pour les films de Chaplin il y a une petite dizaine d'années. Allons voir donc le cabinet du docteur Caligari. Merci Vincent. Merci Fabien. Le cabinet du docteur Caligari à découvrir donc le mardi 22 novembre à 20h dans la salle Garnier. Direction à présent la météo de votre mercredi 16 novembre. Une météo qui s'arrange un peu demain. Pour en savoir plus, justement, nous retrouvons Yannick de Beuvert. Bonsoir à vous Yannick. Bonsoir Julia, bonsoir à tous. Pas de pluie à l'horizon demain, en tout cas pas pendant la journée. Il existe quand même un risque de précipitation en soirée, mais rien de bien méchant. Il ne pleuvra pas, certes, mais il ne fera pas beau pour autant. Je vous l'ai dit hier, les nuages vont stagner toute cette semaine en principauté. Pour ce mercredi, il fera entre 13 et 15 degrés dans la journée. Et il ne faudra surtout pas oublier de souhaiter une bonne fête à toutes les marguerites. C'est la tradition, nous refermons cette édition en images. Manuel Vitali, l'un de nos photographes, s'est rendu à la cérémonie de remise de diplôme du comité olympique monégasque. Un moment de bonheur et de partage pour tous ceux qui y ont participé. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour votre journal. Bonne soirée.